Donc on est vraiment parti du principe où là, l'IA doit vraiment aider à faire gagner du temps aux conseillers pour lui permettre de passer plus de temps avec les clients, tout simplement. Bien Cumulé sûr. sur la semaine, on s'est rendu compte que le temps que faisait économiser l'IA pour préparer les rendez-vous permettait aux conseillers de faire un rendez-vous supplémentaire. Faites-vous challenger par une IA, Ouais. tu vois, c'est peut-être au-delà même de l'outil qui est effectivement un truc qui va te faire gagner du temps, etc. Ouais. C'est challenge ton idée, prendre ton idée le matin en allant au travail et regarde le retour. Je suis Cyril Adam, cofondateur du groupe Yield. Yield Advisory est un pure player du conseil en product management. À travers l'expérience terrain de nos invités, on parle évolution du rôle de product manager à l'ère de l'IA et également de la profitabilité produit. Bonjour et bienvenue dans cette saison numéro 2 du podcast On Zone, saison où on parle du product, des notions de profitabilité, puisque le product aujourd'hui est un peu challengé. On est dans une période où le product est placé au cœur des décisions plutôt financières, business, etc. J'ai la joie d'accueillir aujourd'hui Marion et Yann Alexis. Bienvenue sur le podcast. Merci. Vous êtes du coup chez Meilleur Taux. Je vous laisse faire une petite présentation rapide et puis après on passera sur Meilleur Taux et vos rôles au quotidien. Marion, à toi de commencer. Ok, merci Cyril. Je suis Marion Doucet, je suis CPO chez Meilleur Taux. J'ai une expérience d'une 15aine d'années dans le produit, de la start-up au grand groupe, donc ce qui m'a donné des organisations assez différentes avec une époque, quand j'ai commencé, où l'agile commençait à naître, en tout cas en France. Donc, je suis passée par des orgas très, très dogmatiques. Je suis assez contente d'être dans la phase actuelle où on est revenu à quelque chose plus plein de bon sens. Tu as commencé directement en product manager il y a une quinzaine d'années, Oui, c'est ça? tout à fait. C'était Ok. vraiment le tout mot début. même, mais on appelait d'ailleurs ça plutôt product owner à l'époque parce qu'on était très orienté sur le rôle, mais avec les explications effectivement d'un meilleur travail après le cycle en V et le début du détachement du produit vers la tech, qui était avant au market plutôt avec les chefs de produits ou la MOA côté tech. Donc, Hyper intéressant. Et tu es arrivé chez Meilleur Taux depuis combien de temps? je suis arrivée depuis 7 mois, donc je suis Ok. encore toute récente. Trop bien, on parlera un peu de l'objectif de cette arrivée Ouais. dans un second Très temps, bien. mais hyper intéressant. Yann Alexis? Donc moi, c'est Yann Alexis Thomasé. Donc je suis actuellement Head of Product chez Meilleur Taux. Moi, j'ai un parcours de 10 années plutôt orienté sur la partie sectorielle, donc vraiment domaine financier. En fait, j'ai Ouais. commencé en tant que chef de produit, donc vraiment la casquette métier sur la partie assurance. Et puis ensuite, j'ai pris la voie du product depuis à peu près maintenant 7 ans. Ok. Et donc, ça fait 4 ans actuellement que je suis chez Meilleur Taux. Ok, donc tu es sur la partie placement, c'est ça, hein? Exactement. Partie un peu méconnue du grand public, puisqu'on connaît Meilleur Taux, je trouve plutôt pour les prêts immobiliers. Hop, j'ai besoin de mon crédit pour ma résidence principale, je vais soumettre mon dossier et puis je vais être accompagné. Peut-être un peu moins sur cette verticale. C'est une grosse activité aujourd'hui chez Meilleur Taux? Oui, c'est important. C'est vrai que pour la petite anecdote, moi-même, quand j'expliquais à ma famille que j'allais travailler chez Meilleur Taux, ils m'ont tous collé l'étiquette du crédit. C'est très bien, mais c'est vrai qu'il y a d'autres activités. Donc sur la partie épargne placement qui représente quand même une part significative de l'activité de Meilleur Taux et aujourd'hui qui a un potentiel assez important en fait sur un marché qui est en croissance. Ouais. Donc on est à peu près à 7% par an de croissance sur un marché de 2000 milliards pour citer des grands chiffres Ouais. d'actifs dans l'assurance vie. Ok, hyper intéressant. Marion, tu arrives dans une organisation, enfin, tu es arrivé il y a 7 mois dans une organisation qui est assez silotée, je crois, puisque vous avez 5 BU. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment c'est organisé et puis quels sont les méthodos au sein des BU et quelles synergies on peut y retrouver? Oui, tout à fait. Déjà, Meilleur Taux, c'est une vieille maison. En fait, ça a été créé en 1999, donc on était dans les débuts un peu de l'Internet. Très connu pour le crédit immobilier au départ. Les premiers sur ce positionnement Ouais, les premiers sur ce positionnement de digitaliser, garder cette fonction et digitale et aussi physique, parce que c'est 300 franchises qui sont toujours là. Donc, on voit des corners Meilleur Taux dans la rue. Ouais. Et ensuite, Meilleur Taux a grossi par ce qu'on appelle croissance externe, donc rachat d'autres boîtes qui petit à petit se sont consolidées autour des métiers de l'assurance et du placement, avec cette notion que la vie financière ne se résumait pas à un crédit immobilier, mais à pas mal d'autres métiers. Et il y a eu cette intuition très forte que la diversification était une source très certainement de stabilité, d'être bien ancré dans un Donc, marché dès le début, de vie en financière. fait, vous êtes passé sur pas mal de verticales et vous n'êtes pas cantonné pendant... Enfin, Meilleur Taux, c'est pas cantonné Alors, pendant... assez rapidement, ça a grossi effectivement sur plusieurs verticales. Ouais. Après, il y a eu une accélération autour des années 2015 sur les rachats.
Et je pense qu'il y avait une autre notion qui était assez forte dans l'ADN de Meilleur Taux, qui était de se dire on absorbe, on agrège, mais on ne fond pas tout de suite les IT, ce qui explique que les silos étaient là et en même temps que ces BU-là ont aussi très bien grossi en elles-mêmes. Typiquement, placement, c'était une BU qui avait une ADN très start-up et c'était important de ne pas forcément tout de suite l'agréger, refondre les IT ensemble, etc. Donc il y avait une volonté de faire ça qui a un peu changé dans les dernières années et on a perçu, et on en reparlera, un vrai potentiel à justement là aller vers la notion de groupe pour faire circuler un client. Ok, hyper intéressant. Donc toi, tu es arrivé il y a 7 mois. Est-ce que ce silo, tu l'as vraiment constaté par toi-même et tu t'es dit, tiens, c'est un objectif product pour moi que d'aller unifier un peu l'ensemble des process et puis l'ensemble des BU. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 7 mois quand tu es arrivé? Alors, je l'ai identifié et puis on m'avait aussi recruté un peu pour ça. À la base, il n'y avait pas de fonction CPO groupe. Il y avait des Head of Product, il y avait une fonction CPTO. Mais qui est arrivé aussi il y a 18 mois à peu près. Mais il n'y avait pas eu encore de transformation. Donc, crédit, on sentait le métier plus ancien. La fonction produit était côté marketing. Et côté placement, on était dans une entité qui était très véloce et plus sous un mode start-up. Mais pas typiquement, le symptôme de ça, c'était pas de roadmap agrégé. Il n'y avait pas une roadmap, il y avait des roadmaps sur lesquels on n'avait pas forcément aligné les objectifs de manière centrale ou partager sur tous les produits. Parce que vous avez un peu de notions. Aujourd'hui, vous avez quand même le visiteur, votre futur client, qui lui arrive souvent pour une demande précise. Et puis après, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle du cross-sell, j'imagine. Mais en back-office, vous avez quand même quelque chose de très commun où les back-office sont aussi très silotés. Et donc, les conseillers derrière sont très silotés. C'est encore très siloté aujourd'hui. Alors, on a des passerelles d'outils qu'on commence à créer. Mais effectivement, même en termes de data platform, c'est un des gros enjeux si on parle du futur et de ce qu'on est en train de faire, que d'avoir un seul client, une seule définition et quelqu'un qu'on sait reconnaître avec ce qu'il a apporté. Parce que c'est assez galère, mine de rien, de recharger 15 papiers dans chaque étape, donc avec tout ce qui est GDPR, etc. Mais en tout cas, on a envie d'avoir une même notion de client et de pouvoir se le passer assez facilement. Ça, c'est en cours, mais ce n'était pas là, effectivement, avant. Donc, si on devait mettre peut-être un KPI sur ton arrivée, ça serait effectivement le nombre de prestations, enfin d'offres que vous arrivez à vendre par client qui doit augmenter et qui doit plus être siloté que sur le crédit immobilier, mais qui doit peut-être être un peu plus cross parmi vos différentes offres. Alors oui, je pense que c'est un bon KPI et on en reparlera, mais le KPI du revenu, en tout cas aussi, de manière générale, reste un des KPI principaux dans ma mission. Ok, hyper intéressant. Est-ce que vous pouvez me parler un peu maintenant du business model rapidement de Meilleur Taux? Comment vous vous rémunérez? Comment tous ces gens, donc ces conseillers qu'on a au téléphone quand on a un besoin et ces différentes équipes qui travaillent dans l'ombre aujourd'hui peuvent fonctionner grâce à quoi? Yann-Alexis, à toi. Je peux parler effectivement de la partie épargne où on a, enfin c'est vrai, dans la structure du revenu, je pense entre le crédit, l'assurance et l'épargne, c'est vraiment 3 modèles différents qui viennent se compléter justement. Ce sont des business models différents? Sur la manière dont on récupère effectivement notre chiffre d'affaires. On a vraiment une notion de client long terme sur la partie épargne-placement, puisque c'est effectivement à travers le conseil qu'on va apporter à nos clients et l'investissement qu'ils vont faire dans nos produits qu'on va récupérer de manière récurrente un revenu. En fait, c'est un revenu récurrent sur la partie épargne. Le conseil est gratuit. On a vraiment vocation à parler en plus grand nombre. Donc moi, j'arrive en tant que potentiel futur client. Je renseigne mes informations sur votre site parce que je suis intéressé par vos offres de placement qu'on peut consulter en ligne, j'imagine. Et là, je suis pris en charge totalement du coup par un conseiller qui va m'accompagner et qui va me permettre de placer dans différents fonds ou différents modèles financiers, c'est ça? Exactement. On s'adresse aussi à différents types de profils. Il y a des investisseurs qui souhaitent vraiment garder la main sur ce qu'ils souhaitent investir comme support plus ou moins risqué et des clients comme vous et moi ou comme mes parents qui sont peut-être un peu moins dans la finance mais qui ont besoin forcément d'investir pour des projets futurs et qui ont besoin de faire confiance et remettre un peu les clés du camion à Meilleur Taux placement. Et dans ce cas-là, investir par rapport à un profil de risque qu'on a défini avec ce que tu décris. Je
je réponds à certaines questions sur mon patrimoine, le risque que je suis prêt à prendre. Et puis ensuite, j'ai une assurance vie qui va fonctionner en gestion pilotée, en investissant régulièrement et qui me permet d'atteindre justement mon objectif. Et ça, vous êtes toujours, entre guillemets, un peu courtier, c'est-à-dire que vous allez proposer cela par l'intermédiaire de différentes banques in fine, ou est-ce que c'est vous qui faites totalement toute la chaîne? Oui, on a complètement le rôle de courtier aujourd'hui, et l'argent ensuite est géré vraiment et dans les coffres des assureurs. Donc nous, on va justement traiter et retenir les meilleures offres du marché. Vous êtes toujours l'intermédiaire, mais qui permet d'aider la personne dans son choix. Ok, hyper intéressant. Quelle est la principale motivation des clients dès lors qu'ils arrivent chez Meilleur Taux? Pourquoi ils viennent et qu'est-ce que vous avez observé en termes d'insight utilisateur au début des parcours? Alors, pour la partie épargne, il y a quelque chose de très prégnant, c'est la communauté qui est fédérée autour de Marc Fiorentino. Qui est un banquier d'affaires, trader, qui aussi est très médiatique. Il a une émission. C'est un média, hein, c'est ça? Il a évoqué. Oui, exactement. Sur la partie média, on a une newsletter quotidienne avec plusieurs centaines de milliers de lecteurs et qui vient justement permettre aux clients d'attiser leur curiosité et aussi leur besoin d'épargner. Donc, on a un gros drive des clients qui sont attirés par cet intérêt financier. Et au global, notre persona, c'est vraiment le client qui a envie d'investir, qui veut pas avoir affaire forcément à son banquier, qui peut l'inciter sur des produits commissionnés ou avec des frais en fait qui sont plus élevés. Et donc, qui vient pour avoir un conseil indépendant, profiter de la meilleure offre du marché et bénéficier aussi d'une expérience en ligne. C'est beaucoup ça ce que recherchent les clients aujourd'hui aussi. Hyper intéressant. J'imagine que donc chaque BU, chaque offre a des méthodes d'acquisition de ses clients peut-être un peu différentes. Toi, tu évoquais le média. Je sais que sur la partie crédit immobilier pur, vous avez beaucoup de simulateurs en ligne, donc vous êtes assez présent côté SEO. Est-ce que chaque BU pilote son acquisition avec une équipe dédiée? Est-ce que c'est des product managers qui sont en charge de ça? Est-ce que c'est une équipe acquisition au global? Comment ça marche aujourd'hui? Ça fait partie de la transversalisation, justement, les fonctions groupes. À mon arrivée un peu avant, on a transversalisé plein de métiers en se disant qu'en fait, le cœur du moteur, c'était l'acquisition pour Meilleur Taux et que ça, il y avait un savoir-faire qui était de toute façon commun pour tous les métiers. Et donc, en fait, dans la réorganisation et la transformation qu'on a faite, il y a 2 domaines qui sont passés en transverse. Le domaine acquisition pour partager les bonnes pratiques de conversion sur du haut de funnel, de structuration de page. On a fait beaucoup de templates par type de métier qu'on a pu dupliquer. L'idée, c'était encore une fois de se dire comment on évite de refaire du rework ou du très spécifique, mais que dès qu'on voit quelque chose qui convertit bien, que ce soit en SEO, en landing page SEA, on va le structurer. Et puis, tu le sais, on a des gros enjeux GEO maintenant, et pas que en acquisition et pas de GEO, pas SEO simplement. Et donc, là aussi, on avait besoin d'automatiser la mise à jour des contenus pour avoir plus de fraîcheur régulièrement. Et là aussi, il y a des méthodes qui ont été mutualisées. Donc, il y a tout un domaine qui est dédié à l'acquisition, avec en face, en stakeholder, le marketing qui est aussi en transverse de tout Meilleur Taux. Donc ça, ce n'est pas les product managers des différentes BU qui s'en occupent, c'est vraiment des équipes transverses acquisition. C'est des product managers. C'est des product managers. C'est vraiment 4 squads à l'intérieur d'un gros domaine acquisition avec ses spécialisations, fort enjeux GEO, SEO, SEA. On a pas mal de designers qui sont affectés en dédié à cette équipe-là, sachant que sinon le design est plutôt transverse. Donc il y a vraiment du produit en face de stakeholder marketing. Ok, hyper intéressant. Les enjeux géo, je trouve que c'est passionnant aujourd'hui. Nous, on a un média aussi sur lequel on vient mettre en relation, par exemple, des agences et des porteurs de projets qui s'appelle La Fabrique du Net. Et on s'est rendu compte que par l'actualisation extrêmement régulière de data et de la mise à disposition de data qui est propriétaire, effectivement, déjà Google aime beaucoup ça sur la partie SEO, mais côté géo, on a beaucoup plus tendance à être cité sur les différentes requêtes parce qu'on est plus considéré comme un tiers de confiance. Donc je trouve ça assez intéressant d'avoir aussi ce feedback de votre côté. Tout à fait, on a observé ça justement. Nous, on a beaucoup de data propriétaires, on est au courant des taux assez rapidement, quasiment en direct. Quand une banque soumet un nouveau taux, ça devient un peu une référence de marché, mais ce n'est pas encore forcément diffusé. Et ça, on sait que si on arrive à pouvoir le diffuser en permanence, effectivement, on sera très cité.
Et à l'inverse, j'imagine que vous avez aussi une énorme data marché, mais entrant, c'est-à-dire, combien on a de demandes de crédit immobilier et d'arriver aussi à jauger ça et à dire, bah voilà, le mois de décembre est un mois peut-être plus favorable en termes de demandes parce qu'il y a moins de sollicitations. Enfin voilà, je dis n'importe quoi en termes de data, mais ça doit être intéressant aussi d'avoir les insights Marché et tendance. entrants. En fait, sur tous nos produits, tu as vraiment un pouls de la société Ouais. sur des projets de vie avec le crédit, Ouais, c'est ça. la manière dont les Français ont envie de renouveler leur assurance ou pas, et le placement, comment tu n'as plus envie nécessairement que ton argent soit géré en banque, mais finalement via des gestionnaires de patrimoine, avec un rôle de gestionnaire de patrimoine qui est moins associé à une époque à des hauts patrimoines, mais maintenant un peu plus accessible à l'autonomie que tu as envie d'avoir avec ton argent. Donc, c'est assez intéressant. C'est très sociétal comme métier, autant que financier, en fait. Carrément, hyper intéressant. Yann Alexis, du coup, tu es dans la BU placement. Tu disais que c'était une BU qui avait pas mal émergé en termes de croissance. Qu'est-ce qui explique ça et comment vous êtes structuré aussi côté product management pour pouvoir répondre à ces ambitions de croissance? C'est vrai, quand je suis arrivé, justement, c'était donc en 2021. En First PM, non, sur cette BU? Exactement. En First PM, ça faisait suite à l'acquisition justement d'une entreprise d'épargne en ligne qui était mesplacements.fr à l'époque. Ouais. Il faut se souvenir aussi qu'en post-Covid, toute la partie épargne, c'était un domaine très compétitif. C'est vraiment au moment du Covid, je ne sais pas pour vous, mais pour moi aussi, ça a été à ce moment-là où je me suis fortement intéressé, où j'ai ouvert ma première assurance vie, etc. Donc, c'est vrai que c'était un marché qui démarrait très fort, très vite. Donc, je suis arrivé dans ce contexte-là en First PM, effectivement, pour moderniser l'expérience digitale. C'est à ce moment-là que Meilleur Taux a voulu consolider vraiment cette partie épargne. Et depuis 4 ans, aujourd'hui, effectivement, donc, on est constitué en 4 squads désormais pour accélérer. Jusqu'au début, on était dans un mode startup. Donc, une squad, c'est quoi? C'est 1 PM et 3-4 techs, c'est ça? Exactement. Okay. On est sur ce modèle-là. Et pourquoi on a besoin aujourd'hui de scaler dans ce sens-là? C'est assez simple. Quand je suis arrivé, on a construit les fondations ensemble en mode startup. Donc, j'étais le first PM et voilà, il y avait 3-4 devs aussi à l'époque. Donc, on a construit d'abord par l'acquisition. Forcément, c'était hyper important. En plus de ça, à l'époque, la fonction product donc, était nouvelle dans cette BU épargne et était une fonction qui était plutôt rapprochée sur la partie marketing. Donc, voilà. Deux équipes marketing qui travaillaient quasi avec des techs en direct. Exactement. Et après, vous avez structuré, donc par ton arrivée, justement le pôle et la BU côté product management. Voilà, exactement. Okay. Et donc, aujourd'hui, on a besoin pour accélérer pouvoir continuer de builder, mais en même temps continuer d'assurer la stabilité pour la suite. Parce que dans l'épargne, je pense qu'on est d'accord, l'argent, c'est quelque chose de sensible pour chacun. Et donc, risquer la moindre instabilité peut faire perdre de la confiance auprès de nos investisseurs. Donc, on a besoin pour pouvoir continuer d'avancer sereinement, de bien structurer les équipes en squad, les plus futurs teams possibles, justement pour garder cette proximité aussi avec l'utilisateur final. Donc, on a le funnel, l'espace client, le CRM pour la partie interne. Ça aussi, ces squads sont partie du funnel, justement. C'est-à-dire que je ne sais pas quel est le cycle de vie d'un client, mais on peut imaginer qu'il commence par le formulaire en ligne et puis qu'à la fin, il a un suivi peut-être, je ne sais pas si vous allez jusqu'à là, mais de ses placements, du rendement, etc. Tu as vraiment des squads par étape ou alors c'est des squads assez transverses? C'est vraiment des squads plutôt par étape. Donc, effectivement, une partie souscription, donc vraiment la partie acquisition. Et puis ensuite, notre cœur de métier est aussi justement le conseil au cours, pendant l'investissement du client, puisqu'il faut parfois changer ses investissements ou accélérer ou s'adapter au projet du client. Donc, tout ça à travers son espace client et les contacts réguliers aussi qu'on propose avec les conseillers. D'où aussi le fait qu'on a, on va dire, une squad peut-être plus effectivement outils à travers notre CRM, mais qui est le cœur hyper important de fonctionnement. Bien sûr, parce que c'est l'accompagnement, donc c'est ça qui est la clé dans la phase de conversion. Oui. Hyper intéressant. Quels sont les tips que tu as eu pour structurer cette BU, puisque tu y as fortement participé? Comment tu as recruté tes premiers product managers qui ont travaillé avec toi et quels étaient les éléments importants pour toi justement dans cette création du pôle product management dans la BU placement? Ce qui est important, c'est, et surtout pour garder la dynamique, c'est d'avoir des product managers qui connaissent le métier ou en tout cas qui ont vraiment une appétence pour ce métier. Forcément, on gagne du temps dans la montée en compétences. Donc, tu as été dans l'univers du crédit ou dans l'univers du placement, dans différents acteurs que tu dois avoir en tête qui sont un peu clés. Exactement ça, c'est hyper important pour
aussi aller plus vite dans les arbitrages pour parler plus facilement avec les métiers, surtout dans un contexte, encore une fois, où vraiment la partie product était aussi nouvelle. Donc, il faut expliquer ce qu'on fait, à quoi on sert. Et donc, forcément, ça, c'est des éléments de confiance aussi qu'on apporte en plus quand on arrive à se comprendre plus rapidement au départ. Et alors, au début, tu étais en charge de tout le parcours, ou alors rien n'existait, je ne sais pas trop à quelle étape vous en étiez. Heureusement, ils ne m'ont pas attendu pour avoir des assets. Donc, il y avait une équipe, il y avait déjà des parcours qui existaient. C'est ça qui était géré par les équipes marketing. Et puis toi, entre le market et la recruté tech. Et effectivement, après, donc, l'idée était plutôt d'isoler pour être meilleur sur ces moments de parcours. Ok. Exactement. Très chouette. Quels ont été les apprentissages et le modèle d'organisation que tu as pu mettre en place à un moment où tu es un peu revenu peut-être en arrière à un moment en disant tiens, là on a trop siloté ou alors là on n'avait pas assez de product manager transverse, que tu as des petits insights comme ça terrain que tu as pu apercevoir? Oui, je te disais qu'on essaie de favoriser au maximum la partie feature team. Après, forcément, pour des contraintes aussi de people, on n'a pas forcément tout le staffing, notamment du back-end en fait. Pour être très concret, on avait créé une squad justement transverse au niveau back-end API, puisque c'est aussi hyper important pour la suivi des contrats. On reçoit des flux quotidiennement justement de plein de partenaires différents et on utilise des API évidemment pour tous les frontaux. Et donc on a construit à ce moment-là, on avait pris la décision de mettre à part en fait cette squad et de la rendre plutôt client fournisseur des autres squads. On se rend compte, sans trop de surprise, que forcément ça crée des frictions. Et donc que de manière pragmatique, on va peut-être justement essayer de se réorienter vraiment sur des futurs teams autonomes. Qui ont leur propre gestion du back-end et qui puissent avancer en autonomie et puis peut-être challenger les products en autonomie en ayant la vision plus globale et en se disant tiens, là on a telle modification structurelle ou architecturelle à faire. Du coup effectivement on va plus challenger le product en disant est-ce qu'on le fait vraiment comme ça dans une V1 pour aller tester l'amélioration et c'est peut-être plus pertinent effectivement. Et de les réorienter par intention. On sait qu'on a pas mal d'intégration avec des tiers, les banques, les assureurs. Donc là, il y a une vraie intention, il y a un vrai persona derrière qui sont les assureurs, comment on industrialise l'intégration des API versus des API back-end, les nôtres, où là, effectivement, il y a un sens à garder cet attachement avec le front et donc toujours se réorienter. Qu'est-ce qu'on veut avoir comme impact plus que c'est des API, donc on les met. Il y aura quand même un profil transverse back-end qui va gérer justement tous les autres partenaires externes. Exactement. Mais par contre, effectivement, le reste, vous laissez la liberté à la feature team de pouvoir avancer. Hyper intéressant. Sur la partie justement BU, quels sont les avantages que vous voyez à être siloté de la manière dont vous l'avez évoqué et quelles sont les limites rapidement en 3-4 points? Alors, sur la partie BU, il y a quand même des expertises métiers. Faire du crédit, ce n'est pas la même chose que l'assurance ou le placement. Donc, de fait, tu ne pouvais pas remettre ça dans un grand tout et il fallait laisser, les parcours sont différents. Encore une fois, l'utilisateur n'est pas toujours partagé. Donc, il n'y a jamais eu le point de se dire, ce que je t'ai dit, acquisition data, il faut que ça reste par grande ligne de métier. L'idée, c'est de réunir des gens pour répondre à des problématiques assez spécifiques. Donc ça restera a priori comme ça. Pour te dire, même assurance, on s'est posé, on a assurance emprunteur d'un côté et assurance auto-habitation de l'autre, parce que c'est des problématiques et des personas qui ne sont pas du tout les mêmes. Donc, on n'a même pas choisi de les rassembler, même si tu as des business models qui peuvent être communs. Donc, ça, c'est un vrai avantage. Il faut créer, par contre, quand tu es à l'agile à l'échelle, que tu as 6 domaines qui communiquent ensemble sur 4 verticales métiers. Là, tu as besoin quand même d'un peu structurer tes rituels pour faire circuler l'information et être sûr que la roadmap circule, que tu aies des objectifs communs. Tu as beaucoup de travail transversal entre les équipes et de dépendance? Oui, tu as pas mal de travail transversal entre les équipes. On essaye de minimiser les dépendances hors des domaines transverses. Mais l'idée, là, c'est plus de se dire, si on veut qu'un client circule, il va falloir que dans les solutions qu'on crée, on connaisse très bien les domaines d'à côté. Donc, à ce stade-là, l'idée, c'est pas de le forcer, c'est plutôt d'acculturer chaque BU au travail des autres et à se dire, ah tiens, là, j'ai une vraie opportunité de cross-sell dans mes objectifs et donc, ça vaut le coup d'aller chercher, on parlait d'optique business pour les produits, c'est d'aller se dire, tiens, quand mon crédit, on se rend compte qu'il reste potentiellement une poche d'argent, est-ce que ça vaut pas le coup de penser à placement ? Un crédit, de fait, tu viens de prendre pour ton habitat, l'assurance emprunteur, ça va de soi. Et donc, automatiquement, le produit soit à l'issue de la solution cross-sell. Donc, c'est plus de l'information, de l'acculturation, comment tu fonctionnes.
Et ensuite, on essaye de mettre un minimum de meetings, mais en fait, il en faut quand même aujourd'hui pour que chacun soit bien au courant des spécificités de placement, de l'assurance, etc. Ouais, quitte à avoir peut-être un rôle temporaire de product manager cross-sell qui va travailler au sein des équipes et imaginer avec chacun comment il peut aller rencontrer l'autre et en fait lui faire comprendre au product manager que ça l'aidera aussi peut-être plus moyen long terme dans sa rétention. Ça peut être intéressant. Il est intéressant parce qu'on a hésité à l'isoler, le product manager cross-sell, et pour l'instant on ne l'a pas fait parce qu'on avait peur que si ça n'était pas dans les objectifs intrinsèques des BU, finalement, ce soit quelqu'un qui court après en disant « Au fait, m'oublie pas dans ta roadmap », alors qu'au final, l'idée, c'est que le PM se dise vraiment « Là, moi, je peux aller chercher du chiffre avec mes stakeholders parce que j'ai trouvé ça simple d'envoyer le client via le CRM, via la fiche, et juste par un clic ou quelque chose de simple fonctionnellement, en fait. » Ouais, bien sûr. Ok, hyper pertinent comme retour justement sur l'isolation ou non du product manager. Comment aujourd'hui on peut partager des bonnes pratiques dans des BU qui ont certes des rituels de temps en temps communs, mais comment on arrive à unifier tout ça côté product ops si on veut garder un peu les termes. On n'a pas réinventé la roue sur certains rituels, on réutilise les chapters, les guildes. Donc le chapter, on réunit tous les produits ensemble sur des thématiques précises. Ça peut être de l'utilisation qu'on a de l'IA au partage de nos pratiques CRM. Donc, on fait ce genre de meeting une fois par mois. Les guildes, c'est un peu plus libre et sur des thématiques où on veut être contributeur sur un sujet. Je ne sais pas, ça peut être le vibe coding, ça peut être l'IA. Donc là, on voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de tech, peut-être un peu moins de produits dans ce type d'instance. Comment on fait circuler l'info? Pas mal aussi de manière finalement... informel en essayant de recréer des temps en commun. En fait, on se rend compte que les process, les rituels, il faut les mettre, mais qu'en fait, rien ne remplace. Récemment, on faisait une petite journée off-site où on réunissait un peu tout le monde. En fait, ces moments-là, ils sont clés. On a créé des cafés où des gens qui ne sont pas dans les mêmes domaines se rencontrent aussi. Finalement, je crois tout passe par l'humain, en fait. Voilà, dans c'est ça. l'échange. Après 15 ans dans le produit, tu dis, OK, les rituels sont là, mais à la fin, les gens ont aussi une saturation des meetings, on le sait, et qu'il faut remettre les petits meetings, de se dire, ou les petits temps, plus de pause en disant, finalement, si tu te connais bien, tu auras envie de bosser ensemble. Rien vaut je passe derrière l'écran et je dis, ah, mais attends, sur quoi tu bosses? Ah, trop drôle. Moi aussi, j'ai les mêmes problématiques. Et on essaye de revenir à mixer un peu les deux, parce qu'en fait, c'est ce qui marche bien, encore plus que la surcouche de rituels. Même si dans la transfo, on l'a un peu formalisé, on voit que ce qui marche, c'est de bien s'entendre, d'avoir de l'empathie, de la curiosité. Pour ça, il faut une culture quand même assez intéressante, je trouve, en interne, justement pour développer cette partie très humaine, on partage très naturellement, sans avoir besoin de meeting ou d'instances dédiées, quoi. Tout à fait. Ok, très chouette. On va parler maintenant de toute la partie ROI, profitabilité, puisque je ne sais pas quelle est votre vision là-dessus, mais en tout cas, maintenant, de la multitude de podcasts, d'échanges et de visions chez les clients chez lesquels nous sommes, je trouve qu'on a un produit qui est quand même devenu plus challengé par le business, par les financiers, et peut-être plus perçu comme un centre d'investissement intéressant et qui peuvent donner des indicateurs justement financiers de croissance au sens large du business. Aujourd'hui, Meilleur Taux doit avoir un objectif business qui vous a été transmis. Comment vous gérez ça? Est-ce que les PM sont acculturés justement à toute cette partie OK, moi j'ai un impact dans l'objectif macro business de Meilleur Taux, dans la croissance que vous avez prévue pour 2026? Ou est-ce que c'est encore très siloté et les objectifs sont très par couche d'expertise? Grande question. Te dire que tout est fait, non. Ce qu'on a remis là pas mal en place, c'est vraiment le pourquoi tu fais ça. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on est dans des métiers où il y a une extrêmement forte connaissance métier. Donc, tu es face à des gens qui sont le spécialiste de l'assurance en France, le spécialiste du crédit, le spécialiste du placement. Donc, quand ces gens-là viennent te proposer une solution à développer, tu as intérêt à être solide sur tes appuis pour dire attends, on va remonter au problème et on va imaginer ensemble la solution. Donc, le premier point, ce qu'on a remis, c'est de dire, c'est ce que disait Yann Alexis, c'est on ne peut pas être bon dans notre métier aujourd'hui si on n'a pas l'expertise. L'expertise, on ne va pas demander aux gens de devenir actuaires en assurance, mais on va leur demander de vraiment questionner, et ça aussi dans des temps informels. Utilise la machine à café pour parler, t'en es où de tes chiffres,
Ça se passe comment le marché en ce moment? Ils sont dans les mêmes bureaux que les conseillers, alors, les product managers sont ensemble? Il y a des one floor au placement, par exemple, ils sont très colocalisés. Au crédit, on a des centres qui sont un peu différents, mais on encourage énormément les produits à circuler au sein des centres d'appel, aller en province, là où on est situé, pour aller échanger en physique avec les business managers. Donc, le premier point sur le petit KROI, c'est connaître ton business, mais le business vraiment au sens de comment j'ai de l'empathie avec tes objectifs commerciaux. Et donc, comment je me forme un peu à faire ce métier-là et peut-être pour repartager. Mais moi, c'est ce qui m'avait fait... je me suis pas mal cherchée dans les études et le moment où je suis devenue produit, je me suis dit, c'est un peu l'occasion de faire plein de métiers. Quand tu spécifies de la compta, quand tu spécifies un métier sur un CRM, en fait, T'es le mouton à 5 pattes, en fait. Tu gères un peu t'es tout. derrière la personne et t'apprends un peu. Alors, t'as pas la prétention de le faire aussi bien, mais à faire son métier. Et donc, en fait, ça, il faut que les PM l'ont. Donc, l'optique héroïste, avant même de dire je vais mettre un KPI parce qu'on m'a dit qu'il fallait qu'il y ait des KPI, c'est de se dire on fait tout ça pourquoi? Qu'est-ce qu'on cherche à atteindre? Et donc, remettre ces questions-là, remettre de l'échange avec le business. Et donc, ça, on le fait par les OKR de manière formalisée, mais aussi, encore une fois, beaucoup par la communication avec le métier. Donc, ce que tu dis, c'est qu'effectivement, vous êtes repassé sur quelque chose de très simple déjà, qui est est-ce que ce que je délivre a de l'impact et l'impact, comment il est mesuré, peut-être soit par le gain de productivité du commercial qui arrivera à traiter beaucoup plus de dossiers, soit par effectivement un gain business supplémentaire si on est sur la partie haute justement du funnel en ayant plus d'acquisitions et autres en termes de clients. Et si tu arrives à répondre à la fin à quel sera le résultat si c'est un succès pour toi, rien que cette question-là, parfois, elle n'est pas si évidente que ça à répondre. C'est peut-être un chiffre, c'est peut-être des conseillers contents, mais en fait, contents, ils seront contents en fonction de quoi? Donc, c'est de tracter un peu cette question, plus que de revenir à un indicateur très simple. J'ai vu une époque où on remettait aussi des KPI dans tous les sens, où on arrivait, on était data informed, mais ça ne voulait pas dire, on ne se disait pas, tiens, si mon KPI passe un seuil, ça veut dire qu'il faut que je change. Il y en avait dans tous les sens. Là, c'est de dire, en fait, à la fin, c'est un succès si... Et donc, si on a passé ce cap de revenu, si le taux de conversion, il a pris 2 points. Et ça, vous arrivez à le suivre, c'est-à-dire que tu sens que en interne, vos product managers ont une vraie maturité sur le fait de créer des KPI en amont de leur chantier et puis d'évaluer l'impact. Tu sens que c'est quelque chose que tu insuffles beaucoup dans les équipes. Comment tu vois ça? Peut-être un retour terrain là. Ouais. Non, mais au retour terrain, ce qui est effectivement hyper important, c'est de recentrer le product manager sur à quoi il sert et son utilité, pas forcément d'être forcément en mode projet. Effectivement, parce que parfois certains métiers un peu pressés avec une forte intuition poussent beaucoup le product manager et les projets. Ce qui bénéficie, le fait de mettre les KPI aussi permet de montrer l'utilité du product manager. Donc ça, aujourd'hui, je pense qu'ils le comprennent. Et vraiment, c'est le definition of ready même d'un projet dans le cadre du cadrage. C'est est-ce que tu as réfléchi au KPI que tu souhaites bouger? Est-ce que tu t'es mis d'accord aussi avec on va dire, le patron de BU, ton métier, sur le KPI qu'il faut bouger avant de commencer? Et se demander aussi si techniquement, ça va être faisable ou pas. Ça, c'est aussi toujours parfois l'écueil. On peut avoir plein d'idées de manière très précise, comment on va réussir à isoler, à mesurer le succès, etc. Et parfois, quand on se confronte au réel, après coup, on se dit, bon, mince, finalement, c'était un peu plus compliqué, j'arrive pas à mesurer. Et donc, c'est là-dessus aussi qu'on est en train de progresser beaucoup en ce moment sur la partie data. Justement, quels sont les 3-4 KPI que tu regardes tous les matins quand tu te lèves, toi, à la BU placement? Donc, d'un point de vue purement business, on a des dashboards déjà fabriqués sur le business, nombre de volume de souscriptions, chiffre d'affaires généré. Ça vraiment en interne, chez Meilleur Taux de manière générale, il n'y a pas de tabou autour du chiffre d'affaires et même la notion des EBITDA. Tu parlais tout à l'heure de justement de gains de productivité, etc. Bon, dans les chiffres, c'est les EBITDA et je pense pour l'acculturation aussi des product managers, c'est une notion qui est hyper importante. Bon, on n'a pas de mesure des EBITDA au quotidien, c'est pas ce que je veux dire, mais en tout cas, dans l'état d'esprit... Au moins, vous avez cette vision et cette connaissance. Donc, on regarde cette partie purement business et puis ensuite, au niveau de chaque squad, les KPI plus product en termes de taux de conversion, quel est l'état de santé finalement de mon produit.
par rapport à la tendance, à la normale qu'elle devrait être. Donc le taux Ok. de conversion sur les parcours de souscription, de manière très concrète. Ok, hyper intéressant. Toutes les squads ont ces KPI qui sont suivis et qui sont reportés, j'en sais rien, toi de ton côté, Ouais. également hebdomadairement ou autre. On a plusieurs outils de data visualisation pour ces KPI-là. Et tu disais comment on jauge un peu notre état de maturité. Je pense qu'on a énormément avancé sur ce qu'on regarde, ce qu'on veut faire bouger. Ouais. Là, on en a une phase où on se rend compte que faut qu'on contrôle la cohérence de la data. Si tu veux, de temps en temps, en fait, on a un indicateur et quand il déraille, on va le savoir par parfois quelqu'un du métier qui n'a pas la même data à la fin du mois parce qu'on est en business review avec le métier et qu'on n'est pas d'accord sur nos chiffres. Ouais. Et donc là, on en est à cette étape où je pense que les indicateurs à suivre sont identifiés et qu'on n'a pas encore tous ces contrôles de cohérence, parfois en se disant, bah, tiens, c'est quoi ton check pour être sûr que ton indicateur, en ce moment, il est fiable, Ouais. qu'il est bien remonté, etc., au-delà d'un gros décrochage où on l'identifierait. Donc, c'est pour moi la phase où on La commence qualité à de être la donnée, bon. mais Ouais, tu disais exactement. toute la partie La data que vous étiez en train de qualité, la structurer. confrontation. Et donc, effectivement, on a les bons outils. On travaille, je dirais, à leur stabilité maintenant et à la confiance. Parce que dès que tu perds la confiance dans la data, en fait, les gens te disent « Ah non, mais ce dashboard, je le regarde plus parce qu'en fait, Exactement. la data, elle est souvent fausse, donc c'est pas la peine. Ouais. Et c'est là où c'est là où tu perds les gens et où ils te disent bah, « Je le fais plus avec ça. » Ouais, alors je trouve que vous avez un parcours qui est assez challengeant puisque vous avez in fine de l'intervention humaine au milieu du parcours. Vous n'êtes pas dans un parcours 100% digital. Donc il y a des KPI qui sont difficiles à suivre, notamment le délai que tu as entre le moment où ton futur client commence sa souscription, enfin son formulaire d'acquisition, pardon, jusqu'au moment où il souscrit avec toi, il avance avec toi. Ça, il y a une intervention humaine au milieu qui a un delta de temps que tu maîtrises pas forcément parce que ça dépend des commerciaux, etc. Comment vous arrivez à jauger avec cette composante au sein de vos indicateurs? Vas-y, tu veux... De manière la plus pratique possible, on essaye justement dans le cadre de notre CRM de capter les interactions Ouais. entre le client ou futur client et le conseiller ou le service client, etc. Tout simplement en essayant de brancher au maximum justement les outils d'interaction, de téléphonie, de chat, etc. Et puis ensuite, on va revenir à l'humain, mais c'est vrai qu'en termes de retour terrain, il faut échanger avec le métier, avoir des manières très très basiques, mais des channels, Slack, Teams, tout ce qu'on veut justement avec les conseillers, ceux qui sont au contact des clients, qui vont faire potentiellement remonter justement aussi des problèmes. C'est eux principalement qui te donnent de lead site utilisateurs ou bien tu arrives à en avoir pas mal avec des NPS temporaires sur différentes parties du parcours. Quelle jauge à peu près dans les remontées? Alors, le NPS, il est surtout global. Ok. À la fin donc, de ton- c'est à pas la fin de forcément ton ce qui va parcours. nous donner le plus d'insights. Donc, on y va plutôt vraiment par besoin pour organiser effectivement des ateliers peut-être ou envoyer des questionnaires à nos clients. Ouais. Et sinon, nos conseillers sont vraiment une base, mais très, très profonde justement de recueil d'insights des Ok. clients. Les vies, ma vie, c'est un peu la base, particulièrement chez les placements, de se mettre derrière l'écran, de regarder les gestes, de voir les 15 clics. C'est comme ça qu'on a de l'empathie, en fait, en se disant je pensais que ce parcours était bon, mais je le vois utiliser. Et c'est insupportable de voir les gens faire des allers-retours et de se dire, en fait, on peut le corriger vite en plus. Donc, Ouais, voilà. carrément. Mais c'est vrai que je trouve ça peut-être compliqué pour vous d'avoir toute la chaîne de valeur. Enfin, je me prends notre cas. Je sais qu'à l'époque, j'avais dû soumettre une demande de crédit côté pro, etc. J'étais allé sur le bout du parcours. Et après, t'attends d'être appelé, tu sais pas trop, tu sais, tu peux avoir un delta de temps. Bon, en l'occurrence, je sais même plus si j'ai été rappelé, tu vois. Mais ça, c'est vrai que c'est dur pour vous à mesurer de savoir si effectivement, moi, en ayant switché sur autre chose, tu vois, sur un autre besoin ou autre, si j'ai été quand même satisfait de l'expérience meilleur taux, même si je n'ai pas été jusqu'au bout, tu vois. Mhm. C'est peut-être ça l'enjeu. Pour nous, c'est pas trop dur à mesurer, justement. On a vraiment tout bien branché, sachant Ouais. que c'est un enjeu de temps. Le moment où tu remplis ton formulaire, à la fin, on sait Ouais. que tu as rempli 4 autres formulaires. Donc, si on n'est pas là au rendez-vous, Exactement. c'est vraiment un des moments de captation intense où on essaye d'augmenter le taux de joignabilité, le taux de transfo sur cette partie-là. Et après, tu passes dans les taux de transfo dans d'autres parties, dans le suivi de ton dossier, etc. Mais cette partie-là, elle est clé. On a La dépensé de réactivité est clé, l'argent en fait. dans l'acquisition.
Si on te perd là, on a tout perdu. Donc, on a tout bien branché pour suivre. On sait exactement là où on doit s'améliorer. On fait pas mal de tests sur ces parcours-là en se disant qu'est-ce qu'un lead show ? Comment on définit, quels sont les indicateurs de questions qui nous disent ah bah ça y est, t'as signé ton compromis de vente. Bon, bah, on sait que t'es méga chaud comme selon lead, les étapes du parcours, et que c'est maintenant et que c'est sais pas prioriser. le moment de te faire un rebond. On t'envoie tout de suite le conseiller expert. Donc là-dessus, on teste pas mal de parcours en parallèle pour essayer de voir comment on fait varier. Et la chance qu'on a, c'est que Meilleur Taux, c'est à peu près 28 millions de visiteurs par an. Donc, autant dire qu'en termes de data, on a de quoi faire sur des temps assez courts pour faire pas mal de tests. Et ça, en arrivant, justement, tu as trouvé que c'était déjà très bien structuré, etc. Ou c'est un des enjeux principaux que tu as identifié en termes de gains ROI business? J'ai trouvé que les parcours étaient bien mappés et les tests bien identifiés. En plus, on a de la chance parce que les métiers sont assez différents. Donc, on peut vraiment comparer qu'est-ce qu'un bon taux de conversion. Même s'ils ne sont pas exactement les mêmes, on a quand même des patterns où on a des effets de comparaison. C'est comme toujours, c'est toujours perfectible sur ce que tu veux analyser. Là, on travaille, nous, énormément avec la fonction web analyse en ce moment sur comment elle était aussi historiquement au marketing, comment on la remet plus en centrale pour servir du marketing et servir du produit et avoir une vue sur un utilisateur vraiment du début de son acquisition sur, par exemple, les réseaux sociaux à sa signature. Et je dirais que c'est peut-être sur toujours cette jonction marketing-produit où on retravaille encore un peu aux jointures. Ok, très chouette. Aujourd'hui, quels sont les différents points d'interaction qu'un client pourra avoir avec vos équipes? Il y a le produit digital, il y a le conseiller. Est-ce que de temps en temps, il y a des expertises plus poussées dans certaines BU ou des accompagnements plus poussés à fournir aux clients que le simple conseiller qui nous appelle? Quels sont les points d'interaction que vous avez? Le simple conseiller, les experts, non, mais c'est important à dire parce que c'est vrai qu'on a en tête des centres d'appel parfois un peu généralistes. Et chez Meilleur Taux, et pas encore plus chez Placement, mais aussi chez Placement, on a vraiment des gens qui sont experts. C'est des gestionnaires de patrimoine, c'est des experts en crédit immobilier. Donc, quand tu as quelqu'un, c'est vraiment qui va savoir répondre. Il n'est pas juste là pour prendre un rendez-vous et envoyer tes papiers à une banque. Donc, ça, c'est le premier point. Et ta question, c'était comment on suit l'expertise du conseiller. Quels sont les différents points d'interaction qu'il aura? Est-ce que c'est ce conseiller uniquement qu'il aura et après on retourne sur le digital? Est-ce qu'il y a des allers-retours avec d'autres personnes, d'autres interlocuteurs? Alors, on essaye de privilégier une relation avec un conseiller en pensant un peu projet de vie. Sur certains, en tout cas côté crédit, on est sur le projet de vie, donc ça va être un conseiller. Et après, en fonction, on essaye de segmenter, mais jusqu'à maintenant, même Placement, tu avais plutôt un conseiller. Dans le futur, peut-être qu'on fera différentes poches avec un pool de conseillers qui tourne pour certaines typologies de clients et peut-être sur d'autres typologies de segments gros patrimoine où tu as vraiment envie d'avoir quelqu'un qui se rappelle de détails. Ce qui peut être compensé, et ce pourquoi je pense qu'on va aller peut-être de moins en moins vers le conseiller, c'est que dans les CRM là, qu'on est en train de créer, les mécanismes, on est pas mal supporté par l'IA pour faire des résumés sur les personnes, ce qui fait que ça donne la possibilité à chaque conseiller de très bien connaître quelqu'un qui n'a jamais eu, et avec des détails assez personnels et pertinents. Et si on va sur le sujet de l'IA, c'est aussi comme ça qu'on s'en sert. C'est vrai que vous devez avoir pas mal d'insights. Je sais pas, je pense par exemple à Spot qui a sorti sa feature sur les fiches clients de résumé qui s'écrit au fur et à mesure que tu ouvres la fiche client, parce que c'est toujours à régénérer à chaque ouverture. Et puis tu as tout l'historique, mais en l'espace de 3 secondes, hop, tu es au téléphone, et tu as directement les petits quick wins à sortir en call pour que la personne se dise « Ah ok, j'ai confiance en lui parce qu'il me connaît très bien ». Donc ça, vous devez avoir une mine d'or absolument géniale. Et j'imagine que le conseiller est aussi très central dans la démarche de cross-sell que vous devez promouvoir aujourd'hui par le produit. Oui, exactement. Oui, complètement. On a construit un premier produit IA vraiment à impact, donc avec le gros ROI pour y revenir justement sur cette notion-là. L'idée n'était pas de mettre de l'IA pour mettre de l'IA. On avait vraiment une volonté de trouver le ROI derrière, puisque d'autant plus. C'était le premier chantier, celui-là, le CRM, justement, sur la partie IA? On a un peu tâtonné. On avait fait une première initiative, en tout cas sur le placement au début de l'année, sur un autre use case qui était plutôt en front client. Donc, on avait essayé d'améliorer le parcours de prise de rendez-vous en front client.
Et puis, finalement, on s'est rendu compte que là où on pouvait avoir le plus d'impact, c'était d'abord sur le gain de productivité qu'on pouvait avoir en interne au niveau des conseillers en gestion de patrimoine qui, pour préparer un rendez-vous important, peuvent mettre entre 45 minutes, 1 heure, pour retrouver justement l'historique du client, qui il est, quels étaient ses projets, quelles interactions il a eu potentiellement aussi avec le service client. Ouais. Donc voilà, se replonger là-dedans, faire sa fiche, parce que du coup, il fait sa propre synthèse. Donc on est vraiment parti du principe où là, l'IA doit vraiment aider à faire gagner du temps aux conseillers pour lui permettre de passer plus de temps avec les clients, tout simplement. En cumulé sur la semaine, on s'est rendu compte que le temps que faisait économiser l'IA pour préparer les rendez-vous permettait aux conseillers de faire un rendez-vous supplémentaire avec son client. Donc, je vois d'énormes on est en gains aussi, direct business. Ok. Justement, tes product managers aussi, on parle d'IA. Est-ce que tu sens que depuis, disons 9 mois, 1 an, tes attentes vis-à-vis de tes product managers en interne ont évolué, vu le nombre de moyens qu'ils ont à disposition, qui augmentent, etc. On parle beaucoup de product builder aussi. Est-ce que tu sens un peu une tendance émerger de ton côté ? L'IA, on en parle tous les jours. Je pense que c'est pareil dans toutes les boîtes. Pas forcément même de la partie des tech. Je pense que beaucoup sur la partie business ou en interne, ou moi en tout cas, mon patron de BU, qui justement pense beaucoup IA et aimerait bien suffler l'IA effectivement dans tous les produits. Je pense que du côté product manager, ils sont intéressés, mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas forcément évident sur tous les produits de trouver des endroits où ça va être game changer. Parce qu'il y a ce côté où on a l'impression de loin que l'IA, c'est un plug and play qui peut faire énormément de choses. Et c'est en mettant justement les mains dedans, c'est ce qu'on s'est rendu compte justement cette année. C'est en mettant les mains dedans qu'on se rend compte que c'est un peu plus compliqué. Et donc, il y a besoin de bien identifier quelle est la plus-value de l'IA versus d'autres solutions. Oui, on dit souvent que l'IA, d'ailleurs, la meilleure IA est celle qui est implémentée de manière très naturelle. C'est-à-dire, j'ai un champ pré-rempli, mais qu'en fait, j'aurais dû remplir à la main sans qu'il y ait tout un tintouin derrière qui dise notre IA travaille, etc. Donc, on dit souvent que c'est le meilleur cas d'usage. Donc, je suis très d'accord avec toi. Mais est-ce que tu sens que, surtout dans la fonction de product manager, tu attends des choses différentes ? Toi, tu m'as parlé de l'implémentation de l'IA dans le produit. Est-ce que tes product managers, tu les challenges différemment ? Tu leur dis, allez construire des protos sur la base d'un design system avec du Figma Make. C'est toi avec l'arrivée de Gemini 3, c'est quand même assez poussé aujourd'hui. Est-ce que tu leur dis, allez construire des mini-outils aussi lovable pour se faire une idée sur des choses, les tester avec des utilisateurs, des gens du back-office ? Est-ce que vous voyez une évolution là-dessus ? On essaye dans les chapters justement de pas mal partager sur ces pratiques-là. Maintenant, on sert de Rovo pas mal sur Jira, entre autres, pour rédiger les user stories. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, ça va pas être, c'est pas ce qui est valorisé. C'est pas de dire, mon US, ma user story, elle est vachement bien écrite. Alors, on s'en sert plutôt pour dire, il n'y a plus le droit sur la qualité, en tout cas, de se dire que tes cas de test ne sont pas rédigés, que la clarté de ce que tu veux faire et de ce que tu es capable de tester te prend du temps et que donc tu ne peux pas le faire. Là, c'est vraiment sur le métier basique. On peut aller plus loin, on n'y est pas encore sur l'utilisation de Figma, du proto. Aujourd'hui, on se centre pas mal sur... Déjà, explique bien pourquoi, cale-toi sur le MVP de ce que tu veux faire en face de ça et le comment derrière. Oui, si tu sens que le métier a besoin d'avoir quelque chose de visuel, tu vas le faire très vite. Et ça, je pense qu'instinctivement, tout le monde le teste en premier via une IA. Ce qu'on n'a pas encore bien processé, c'est les meilleurs outils au bon moment pour gagner du temps. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, c'est plus un usage un peu désordonné en fonction de ses compétences et que ce qu'on a vu... à côté de comment tu fais ta propre culture. On ne l'a pas encore structuré. C'est les prochaines étapes du produit. Pour moi, c'est de dire comment tu construis bien un proto. Est-ce qu'on a notre licence N8N pour faire le bon workflow et ça, on n'a pas encore mis. Mais même dans les rôles, en fait, on a envie de créer un rôle un peu product ops là-dessus qui va venir avec un set d'outils et nous dire, là, c'est une maquette qu'il te faut, utilise ça. Ton workflow automation, tu vas le créer comme ça. Et là-dessus, on est un peu en manque de maturité. C'est dans les plans de l'année prochaine. Et toi, justement, en tant que CPO, tu te dis, zut, je sens qu'on a un train de retard et que limite, on va se faire dépasser parce qu'il y a trop d'outils qui arrivent. Du coup, les product managers pourraient aller 2 fois plus vite. Et aujourd'hui, ils n'exploitent pas assez. Ou tu trouves que c'est un plus
l'IA et les outils qui sont à la disposition qui permettraient peut-être un gain un peu plus petit de productivité et de discernement aussi sur certaines features au quotidien. Non, je trouve pas que c'est que un plus. Je trouve pas non plus qu'on a un train de retard. Ça veut Ouais. dire qu'encore une fois, si tu refocuses sur vraiment qu'est-ce qu'on doit faire, la question principale, c'est quel impact on a et comment on le fait bien pour le business. Ouais. Après, effectivement, il faut qu'on soit plus véloce peut-être sur l'époque, mais aujourd'hui, je sens pas que c'est nécessairement là où on pêche. On va peut-être plus pêcher parce qu'on a un legacy qui est fort dans certains métiers, où on va mettre plus de temps, etc. Mais on n'est pas le POC, il est pour convaincre un métier, pour faire la preuve d'eux. Donc là-dessus, je ne nous sens pas très en manque. Mais moi, j'ai envie que chez Meilleur Taux, les produits se disent ah, tiens, j'ai vachement appris, je suis capable de tout de suite mettre à plat une idée et donc ça me fait avancer plus vite. Et tu vois, ça fait partie là du budget. On a demandé un vrai temps là-dessus. Il faut du budget, il faut du temps, il faut des use cases. Et on sait que l'année prochaine, il faut qu'on dépile un petit peu plus rapidement là-dessus. Mais je trouve que chacun s'empare bien du sujet, en tout cas individuellement dans nos échanges. Tu vois, on a eu un PM qui a fait un test sur une app sur ChatGPT pour se dire, bah, tiens, si l'usage de Meilleur Taux était sur ChatGPT, comment ça se passerait ? Donc là-dessus, je crois qu'on sent que c'est une question aussi de survie pour notre métier. Donc chacun le fait. On ne l'a pas structuré à l'échelle du groupe. Et pour ça, effectivement, je pense que Chapter, Guild, on est en plein dedans et il faut que ça devienne les sujets récurrents. Grosse ambition d'aller insuffler plutôt cette innovation, même si c'est un grand terme, mais ce côté plutôt product builder dans TPM actuellement, chez TPM, pardon, pour qu'ils puissent justement l'optimiser, l'utiliser au mieux, etc. Moi, je vois en interne, on a peut-être plus de... on avait des difficultés au début de dire allez utiliser ces outils, ça vous donnera des idées qui seront même pertinentes parce qu'en évoquant une problématique aussi, un Lovable, un Figma Make, tu te rends compte qu'en fait, il va penser à quelque chose, à une solution que toi-même, tu n'auras peut-être pas envisagé. Donc, même si le front n'est pas idéal parce que vous êtes dans des parcours très consumer-facing, donc qui doivent être extrêmement pertinents en termes de design, de cohérence avec toute votre charte graphique, même si tu n'es pas forcément là-dedans, tu auras des idées intéressantes qui vont émerger et des petits quick wins que toi, tu vas pouvoir utiliser après derrière et toi, soit donner des insights beaucoup plus concrets à des designers, soit même faire des protos que tu peux donner directement à des développeurs en disant bah voilà, les règles métiers, je les ai déjà implémentées, donc voilà les différents comportements, et beaucoup plus simple à écrire que 25 alinéas, 25 retours à la ligne sur un ticket, quoi. Et ce qu'on bosse pas mal, c'est faites-vous challenger par une IA, tu vois, c'est peut-être au-delà même de l'outil qui est effectivement un truc qui va te faire gagner du temps, etc. C'est challenge ton idée, prompt ton idée le matin en allant au travail et regarde le retour. Et ça, on le fait pas mal. Et l'enjeu du PM, il n'a pas changé. C'est la bonne question, en fait. Si tu as les bonnes questions au métier, bonnes questions pour itérer sur ton produit, t'y es. Et ça, c'est cool d'avoir une IA pour te challenger là-dessus. Carrément. Est-ce que sur des sujets plus globaux, vous avez en tête, peut-être de ton côté, Yann Alexis, une petite modification comme ça que vous avez fait parce que, j'en sais rien, un PM allait challenger un peu sa feature, son parcours avec de l'IA ou autre, qui a vraiment changé les métriques, vous avez dit, waouh, vous ne s'attendez pas à ce tel résultat avec cette micro-optimisation ou alors un chantier un tout petit peu plus macro récemment? Sur la partie IA, justement, pour en revenir à ce produit-là, il y a un changement assez simple, finalement, qu'on a opéré dans notre outil qui permet de résumer, finalement, la synthèse financière du client et de ses projets. On a une partie qui est justement hyper importante et sur laquelle on mise beaucoup, c'est les recommandations, justement, que va pouvoir faire le conseiller par rapport au projet du client. Donc moi, client, je suis dans mon espace personnel. On parle de ça. On est plutôt sur la côté conseiller. D'accord. Pour le conseiller, lui faire des recommandations. Pour l'instant, on reste quand même assez prudent sur le fait d'apporter des recommandations. Customer facing, c'est sur la partie finance, épargne. Je pense qu'il faut y aller prudemment. Et justement, on fait d'abord ce travail aujourd'hui côté conseiller. On avait avancé avec un premier LLM, d'abord Claude, justement, qui est normalement plutôt orienté raisonnement, etc. Et puis, on sentait qu'on butait justement, d'après les retours des conseillers, qui vraiment n'étaient pas satisfaits des retours. La fiabilité en fait, des recommandations n'était pas au rendez-vous par rapport au potentiel. Et finalement, rien qu'en changeant le LLM, en passant, on est passé sur Gemini avec les dernières mises à jour. Là, c'est tout récent, en fait, ce que je t'apporte. En fait, là, on a changé assez radicalement du coup la qualité des réponses qui sont données par l'IA.
Et donc, on est en train, justement, avec les conseillers, de remarquer qu'on améliore l'adoption et la confiance donnée aussi à un outil IA. Hyper grâce à ça. intéressant. Ok, d'accord. Merci pour ce petit partage. Vous, aujourd'hui, côté Product Management, tu as évoqué l'un des enjeux de 2026, qui est le côté Product Ops, plutôt sur les nouvelles pratiques. Quels sont les autres enjeux Product Management que vous voyez? Est-ce qu'ils sont liés à la croissance business, donc une augmentation du nombre de Product Managers, donc plus de process à mettre en place? Quelles sont un peu les grosses ambitions sur l'année 2026? On a des grosses ambitions sur nos parcours. On a beaucoup plus de concurrence aujourd'hui. Ouais. Et sur le bon jeu entre digitalisation du parcours et intervention de l'humain. Donc, tu parlais Ouais. quand est-ce qu'un client interagit avec un humain, est-ce qu'il va interagir avec un chatbot pour une première réponse? Et donc, comment on séquence bien en fonction de la chaleur ou non du projet du client pour aussi être dans une stratégie de productivité. Si tu surcharges tes conseillers, finalement, ils n'ont plus les premiers ou les bons, ou ils sont fatigués pour ceux qui sont, pour les clients qui sont assez mûrs dans leur projet. Sur ce point 1, ça peut être par exemple, pour illustrer et juste être très concret, ça peut être par exemple, j'ai un dossier, il n'est pas du tout compatible Ouais. avec ma demande de prêt, je fais un retour assez immédiat au client en disant hello, vu de tes éléments, nous on ne pourra pas t'accompagner pour telle raison, et du coup ça passe même pas par un conseiller. Ça serait ça par Ouais, exemple. ça peut être ça. Et en même temps de se dire, en revanche, on va continuer à suivre ton dossier. Voilà les pistes qui peuvent évoluer, ou voilà vers quel autre produit. Alors, Ouais. on ouvre toujours On sur ouvre la porte comment sur on entretient une solution. aussi notre base client, et qu'on envisage un client sur toute sa vie financière. Encore une fois, du primo-accédant au départ à quelqu'un qui va au fur et à mesure évoluer. Donc, je dirais que ça joue beaucoup dans le futur de l'interaction client. Est-ce qu'un client, il a envie d'avoir un humain ou un bot, et à quel moment, et comment ensuite on le contacte dans sa vie du projet. Tu vois, un exemple, c'est à une époque, on envoyait beaucoup de campagnes emailing, alors entre autres placements qui avaient pas mal de contenu financier. Pendant que tu fais ton crédit immobilier, si tu reçois plein de mails meilleur taux placement, par exemple, en fait, c'est le moment où il ne faut pas que tu loupes des mails parce qu'on te demande des papiers importants. Donc, c'est important de se dire, tiens, là, en termes d'interaction, on va relâcher un petit peu les campagnes d'information, et on va plutôt privilégier le fait que tu sois complètement dans ton projet. Et puis ensuite, on se dira que tu es peut-être intéressé par autre chose. Ouais. Mais en tout cas, on ne te sature pas même de la communication newsletter, où on se dit on va un petit peu espacer et concentre-toi sur ton projet, et puis on revient après. Donc, je dirais qu'on va beaucoup travailler les temps du projet et de la communication avec nos clients, et du contenu spécialisé pour ce client, dans des optiques effectivement de cross-sell, mais de suivi d'une vie financière aussi. Je trouve qu'effectivement, un endroit où l'IA a aussi beaucoup à jouer, c'est dans l'ultra personnalisation qu'on ne sait pas faire aujourd'hui avec des variables, parce qu'on arrive assez vite à le détecter, mais l'ultra personnalisation du mail au bon moment. Et typiquement, à mon avis, ce qui doit être fait par un conseiller, mais à mon avis, ils sont surchargés par la demande d'entrant, de dire tiens, il y a 6 mois, on a échangé, on sait que t'es pas passé par nous, etc. Juste un mail qui te permet soit d'être actualisé sur la situation de ton client, donc qui te permet d'avoir de la data, donc d'être plus pertinent sur un prochain mail, ou alors un mec qui te dit je sais que ton projet était dans le 17e, nous on a observé une baisse, alors ça n'a rien à voir avec l'arrondissement, mais une baisse des taux les 2 derniers mois, est-ce que tu veux venir renégocier ton crédit? Et quelque chose d'ultra personnalisé avec de l'IA, ça doit être quelque chose qui vous apporte beaucoup de business, j'imagine, en simple mail ou réactivation d'un client. Tout à fait. Et tu vois, là, on retrouve notre sujet de la data platform unifiée, justement, avec un client qui a toutes ses composantes en fonction des différents moments, et qui est activé quand il faut, et pour qui il y a un vrai bénéfice, autant dans l'information que dans la création d'un nouveau projet de vie avec meilleur taux. Ouais, ou ça peut être je trouve qu'aujourd'hui, on sous-estime les simples mails sans template, juste LOX, voilà, on ne s'est pas parlé depuis 1 an et demi, qu'est-ce que dit ton projet dans le 17e point d'interrogation, hop, le nom de ton conseiller, et c'est envoyé. Je trouve que c'est aussi des mails très simples, mais qui, s'ils sont envoyés au bon moment, peuvent faire dire au client, ah ouais, ok, il m'a écrit ce mail, c'est intéressant, c'est vraiment lui, il a pensé à moi, ok, j'ai envie d'accroître un peu ma relation avec lui pour avoir plus de challenge sur mes crédits ou des crédits à venir, quoi. Oui, tout à fait.
Merci pour ces petits insights. On va finir un peu sur la partie vision des équipes demain chez Meilleur-Taux. On a parlé d'IA, on a parlé de vibe coding, on a parlé peut-être de rôle de product builder. Je sais qu'il y a des boîtes peut-être plus start-up, comme Payfit par exemple, où ils ont une vraie notion de product builder sur des parcours. Donc, c'est-à-dire que les product managers peuvent aller construire eux-mêmes leurs étapes, insérer les champs où est-ce qu'ils le souhaitent. Est-ce que ça, par exemple, dans une vision aller à 1-2 ans, c'est quelque chose qui serait pertinent pour Meilleur-Taux, justement, pour aller travailler son acquisition quasi en live sans dépendre des équipes tech? Bon, on a quand même des choses dans les cartons là-dessus, justement, sur la manipulation de funnels assez vite pour créer des A/B tests. Donc, on a quelque chose qui doit sortir là en fin d'année pour justement permettre... Alors, on a un rôle qui est un petit peu à part et qui s'assimile à du product builder, mais qui n'est pas encore complètement structuré dans la fonction. Tu es au départ quelqu'un qui touchait un peu à tout quand tu fais de l'éditique, donc tu fais les documents, qui est pas du code, mais pas complètement du produit. Aujourd'hui, on l'a pas mal associé à des fonctions internes et c'est peut-être un partage, mais on se pose beaucoup de questions. On se dit, tiens, on a un PM pour chaque, ou un domaine pour chaque métier, mais on n'a pas de PM pour nos fonctions internes. Alors que dans les fonctions internes, tu as un potentiel d'optimisation de plein de process dans, je sais pas, ton remboursement d'assurance quand tu payes tes clients, dans ta compta justement d'automatisation, tes fichiers du contrôle de gestion. Et donc, ce profil-là est en train justement de travailler aussi sur comment on accélère nos tests sur nos parcours. On parlait parcours digitaux et est capable de, en parallèle de choses qui étaient peut-être plus codées en dur et qui correspondent à un legacy, de créer des tunnels un petit peu à la volée qui pourraient être A/B testés en temps réel pour se dire, tiens, ça, ce changement-là, il faut le faire passer parce que ça marche bien. Le profil un peu touche à tout, qui peut aller assez loin. Et effectivement, c'est un rôle dont on aimerait, c'est lui qui, quand on a fait la transformation, a réoutillé un petit peu tout le monde pour qu'on uniformise nos pratiques. Donc, il est parti d'un rôle un peu outil. Et je pense que c'est en tout cas un volet qui va introduire dans chacun des domaines. Et on ne lui a pas encore trouvé son nom. Donc voilà, on n'est pas sur du product ops, on n'est pas sur du product builder, on est encore sur Emmanuel le couteau suisse pour ne pas le citer. Mais ça va venir en tout cas, je pense clairement. Et oui, les fonctions product builder. Après, ce qui est important, c'est quand tu mets un nom sur des fonctions comme ça, je trouve que je préfère que la fonction crée le nom que l'inverse où finalement tu es un peu frustré parce que ok, t'as le nom, mais en fait, tu peux pas faire toute la chaîne. Donc exactement, et résultat, ça devient un peu, ça retombe comme un soufflet. Donc, on essaye plus de mettre les outils et ça va structurer. Et le moment où ce sera structuré, on mettra un bon nom. Ouais, c'est ça. Hyper intéressant d'avoir initié cette démarche, je trouve. En interne, je trouve qu'on a beaucoup plus aussi... Il y a deux tendances qu'on voit un peu côté product. Peut-être une émergence des demandes côté product manager avec un passé tech. Là où il y a peut-être 2-3 ans, on était plus sur des product managers qui avaient la fibre business, qui savaient comprendre le business, etc. J'ai l'impression aujourd'hui qu'on se dit qu'il manque une fibre tech pour que la personne aille soit challenger encore mieux ses idées et du coup les concevoir d'une meilleure façon, soit qu'elle puisse complètement aller sur l'ensemble de la chaîne et du coup délivrer. Et on a aussi une autre émergence de PM data parce qu'on se dit que la data doit guider de plus en plus les décisions de produits et du coup on insiste beaucoup plus sur des PM ayant cette capacité. Est-ce que vous, la partie data, tu sens que c'est quelque chose d'extrêmement important aussi chez les futurs product managers que tu vas recruter ou pas? Ouais, clairement, en tout cas, il n'y a pas de doute qu'il faut savoir, on en parlait pour les KPI, il faut comprendre comment ton modèle même est créé pour poser les bonnes questions à ta base de données. Et autant on ne le demande pas au métier de se dire, bah, tiens, comment tu vas faire les bonnes requêtes, autant sur des produits, c'est vraiment des compétences qu'on demande aujourd'hui pour aller bien interroger chaque la PM base de données. a à sa disposition toute la data et il peut aller l'exploiter et il doit l'exploiter d'ailleurs. Chaque PM a ça. Après, effectivement, je tirais le même constat que toi pour la tech en me disant, bah, tiens, les PM n'ont pas suffisamment de skills techniques ou de skills data. J'ai vraiment l'impression que il y a 8 mois, je t'aurais tenu un autre discours. Aujourd'hui, ça s'est complètement accéléré parce que finalement, c'est comme savoir lire. C'est plus optionnel. Donc, les gens se sont pas mal formés par eux-mêmes, un peu par la boîte, mais que ce mouvement-là a vraiment accéléré parce qu'encore une fois, tu n'as pas le choix que de le comprendre.
Donc oui, c'est devenu une skills essentielle. Il ne faut pas que ça remplace le côté business. Et encore une fois, le côté business, je leur dis, c'est comprendre le métier que tu fais, aller parler avec ton business pour ne pas réarriver comme on était justement avec l'agile à une époque, avec toute ta boîte à outils, je vais te faire des requêtes, mais qu'on revienne à la question de base, tu veux faire quoi? Qu'est-ce qu'on cherche à... Ou alors au product management d'il y a 3-4 ans, très by the book, très méthodo. Oui, tout à fait. Ok, on va faire une matrice, on va réfléchir. Enfin non, en fait, factuellement, ton problème, il est devant toi. Va trouver la micro-optimisation, essaye le chantier le plus concis, et puis vois ça a de l'impact et itère comme ça, quoi. Mais là où je te rejoins, c'est qu'on n'a jamais été aussi complet sur le rôle du produit, en tout cas, aussi complet, aussi spécialisé, peut-être un peu mouton à 5 pattes aussi. Donc, nous, on a la chance d'être sur des grosses équipes qui équilibrent un peu, c'est-à-dire que seul, c'est ultra dur de pouvoir maîtriser l'ensemble de ces skills de manière pas juste en surface. Ouais. Donc, là où dans les plans de 2026, c'est de se dire, bah, toi, ta teinte, elle est peut-être technique parce que tu es un ancien PM Dev et donc tu vas avoir plus d'affinité là-dessus. Toi, tu as fait pas mal d'API, toi, tu as fait pas mal de data. Et donc, de compléter les rôles, ce qui crée aussi de la transversalité dans des équipes. Donc, accepter de se reconnaître, le fait que tu as plus une casquette, tu es un peu plus doué là-dessus et que tu vas le diffuser, que c'est ton rôle de le diffuser. On cherche à désiloter en fait aujourd'hui les fonctions et à faire en sorte qu'un PM soit beaucoup plus tech et qu'un tech soit aussi PM. Et c'est ce qu'on demande, je trouve, de plus en plus dans les équipes. Dernière question pour terminer, parce que je vois qu'on approche de la fin. 29 PM, je crois, aujourd'hui au total, un peu plus. Oui, c'est à peu près ça. L'année prochaine, comment vous voyez l'évolution du pôle product ? Alors, on voit pas, c'est fini les hyperscales d'équipes, donc on va plutôt rester sur une équipe qui va être d'une taille à peu près similaire, mais comme je te dis, avec des teintes pour qu'on aille vers des optiques plus collaboratives en disant, encore une fois, toi, tu es la data, toi, tu es plutôt l'automation parce que tu t'es emparé du sujet, toi, tu es un peu plus donc, LLM. Capitaliser sur l'existant. Et sur cet esprit, intelligence collective où finalement, ton collègue, tu vas aller le voir pas simplement parce qu'il est dans une autre BU que ça peut t'intéresser, mais parce qu'il a des compétences que tu as envie d'acquérir et qui va te partager. Donc, c'est aussi un bon moyen de faire de la porosité entre les domaines parce que tu es content d'avoir un spécialiste qui s'est un peu formé là-dessus. Donc gros enjeux de structuration, d'évolution, d'accompagnement, de formation. Et équipe similaire, une accélération quand même côté placement sur les projets avec peut-être un peu accepter de se faire aider par de l'externe quand il faut sur certaines fonctions clés. Et ce serait déjà pas mal. Trop bien, chouette. Il y aurait eu 50 000 questions autres à aborder pendant ce podcast, mais 1 heure, ça fait court. En tout cas, c'était hyper intéressant. Merci Marion, merci Yann-Alexis pour ce feedback, de voir comment vous êtes structuré en interne, quels sont les apprentissages que vous avez eus, et puis quelles sont les ambitions pour 2026 et quels constats aussi vous dressez sur le marché. Donc franchement, merci beaucoup pour cette interview. Et puis on vous souhaite le meilleur pour l'année prochaine, que toutes ces équipes soient formées au top du top, et j'en doute pas. Et puis écoutez, si vous avez des questions sur le concept, le produit, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire et on s'y fera une joie d'y répondre. Merci à tous. Merci beaucoup. Cyril.